Bien, bonjour à tous. Bienvenue au lancement du baromètre des solutions durables 2020. Je suis Karine Vallette, je suis la responsable de la communication et des publications de Convergence. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vais être votre hôte pour l'ensemble de ce webinaire. Convergence vous remercie d'être présent aux côtés de ses partenaires, le Crédit Coopératif, Orange et Veolia, qui soutiennent du coup le baromètre. Avant de commencer, je vous donne quelques informations pratiques. Il y aura un temps d'une quinzaine de minutes à la fin de cet événement pour répondre à vos questions, échanger avec les intervenants, mais vous pouvez tout au long de la session poser vos questions à travers la fonction Q&R, questions et réponses. Elles seront prises en compte, les intervenants pourront vous répondre par écrit, et puis à la fin, à l'oral, pour la dernière session. Et on vous demande de ne pas utiliser le chat pour converser avec tous les participants, mais uniquement pour poser vos questions ou nous signaler un éventuel problème technique. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Thibault Larose, le directeur de Convergence, qui va introduire cette séance. Thibault, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de vous accueillir en compagnie de ma chère collègue Karine Vallette et de nos partenaires pour l'événement de lancement du 4e baromètre des solutions durables de Convergence. J'aimerais commencer en soulignant l'importance pour l'association Convergence de vous compter à nos côtés, experts et acteurs de tous les secteurs, parce que c'est de notre ADN de penser, de faire, de construire ensemble pour faire en sorte que l'agenda 2030 soit une réalité partagée au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial. Convergence a 13 ans cette année, donc 13 comme un nombre porte-bonheur. Dans une année 2020 où pendant un temps les choses se sont figées, on le sait bien, un arrêt sur image bref, un instantané qui nous rappelle l'importance du faire ensemble. Aussi l'importance de l'interdépendance de nos systèmes et surtout de l'urgence de mettre en place de nouveaux modèles plus durables, plus résilients et plus solidaires. C'est ce que Convergence s'efforce de faire à travers une mobilisation de tous les acteurs et de tous les citoyens et un plaidoyer pour un monde 3.0, pour zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Ce monde 3.0 que nous appelons de nos voeux, et nous sommes nombreux à le faire, c'est à travers l'ensemble de ces actions que Convergence le vit au quotidien. En France, à Paris, mais aussi dans les territoires, ou à l'international, des Philippines en Colombie, du Niger à la Tunisie, ou encore du Sénégal à la Grèce. Pour nous, il se met en place concrètement en travaillant avec les acteurs de terrain, dans nos groupes de travail, dans nos forums, dans nos événements ou dans nos travaux éditoriaux. Et il est un travail éditorial qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est le baromètre des solutions durables, qui s'érige en référence des objectifs de développement durable. Depuis 2016, un an après l'adoption de l'agenda 2030 par 193 nations, Convergence publie ce baromètre. Il vise à mobiliser tous les acteurs en faveur des ODD et à valoriser des solutions concrètes pour un monde plus équitable et durable. Le baromètre est réalisé en partenariat avec le Crédit Coopératif, avec Orange, avec Veolia, que je remercie infiniment de nous faire confiance et nous accompagner, et aussi avec des experts issus de tous les secteurs, des ONG, des Nations Unies, des établissements d'enseignement supérieur, etc. Le baromètre a pour vocation de constater chaque année les efforts mis en place pour réaliser l'agenda 2030. Cette année est singulière, c'est une année de pandémie mondiale, c'est une année où l'agenda 2030 est rentré dans ce long sprint final, 10 ans avant son échéance, 10 to go. Donc nous sommes entrés vraiment dans un momentum maintenant pour bâtir le monde de demain et surtout qu'il soit compatible avec les ODD. Donc, je vais laisser la parole à Karine pour vous présenter le baromètre des solutions durables, cette 4e édition. Je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui
Et merci par avance pour tous nos panélistes qui nous font l'honneur et la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Thibaut pour cette introduction. Merci à tous à nouveau d'être présents, spectateurs et puis conférenciers. Donc cette 4e édition du baromètre des solutions durables, elle a un thème, les ODD, feuille de route du monde de demain. On a beaucoup parlé au cours de cette dernière année du monde d'après qu'on voulait créer, de comment créer un monde de demain qui soit différent de celui d'aujourd'hui. Ce qu'on croit profondément chez Convergence et avec l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce baromètre, c'est que les ODD peuvent être la feuille de route de ce monde de demain, doivent être employés. C'est un agenda mondial adopté par l'ensemble des États et ça peut être le chemin à suivre pour un monde de demain plus résilient, plus durable, plus juste. Dans le baromètre, on aborde toutes ces questions avec différents auteurs, dont plusieurs sont présents aujourd'hui. Et notamment, on met en avant un certain nombre de chiffres. Et pour présenter ces chiffres, nous sommes avec aujourd'hui Ariel Romanto et Fabrice Ferrier. Donc Fabrice et Ariel vont nous présenter les chiffres clés du baromètre. Fabrice est le directeur de Focus 2030 et Ariel travaille pour l'ONG Acted. Ils ont bien voulu mettre à disposition de Convergence 2 sondages, le premier sur les Français et la solidarité internationale dans cette période de crise, et le second sur l'engagement de la jeunesse pour le climat, donc 2 enjeux qui sont cruciaux pour un futur durable et pour la réussite de l'agenda 2030. Fabrice, c'est à vous. On vous laisse nous présenter les résultats et les grandes tendances d'un sondage sur les Français et la solidarité internationale qui a été mené ces derniers mois par Focus 2030. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tenter le partage d'écran en espérant que tout se passe au mieux. Est-ce que vous voyez correctement? C'est parfait. Ma présentation. Voilà, donc en 2 mots, je suis directeur de Focus 2030, qui est une association qui vise à soutenir les acteurs du développement, de la solidarité internationale et ceux qui sont tout particulièrement mobilisés sur les objectifs de développement durable. Et dans ce cadre, nous menons en fait des recherches et tout particulièrement des sondages en lien avec l'université de UCL et de Birmingham University, qui permettent de saisir un peu mieux les attitudes, les aspirations des citoyens sur les grands enjeux de solidarité internationale. Et donc, dans ce cadre, voilà, on est partenaire de Convergence depuis un certain temps maintenant. On a essayé d'analyser quels étaient un peu les premiers impacts de cette crise sanitaire mondiale vis-à-vis des Français. Est-ce que ça a modifié ou non leur comportement, leurs attitudes, leur perception des enjeux? Et une des questions qu'on s'est posées, c'était de savoir si l'expérience vécue, notamment du confinement, dans le cadre du sondage qu'on a mené en juillet dernier, donc après le premier confinement. Est-ce que c'était plutôt l'occasion pour les gens de se dire, voilà, on est confiné, on est isolé, on travaille, on est avec nos familles, on a interdiction de voyager, de sortir. Donc, est-ce qu'en quelque sorte, finalement, les gens étaient plutôt naturellement poussés vers une tentation du repli? Ou à contrario, face à une pandémie mondiale, est-ce que ce n'est pas un moment qu'on pourrait appeler de dissonance cognitive où des comportements, des perceptions seraient bouleversés? Donc, c'est à l'aune de cette question qu'on s'est interrogé, et qu'on a interrogé donc 2000 Français, représentatifs de la population française. Donc voilà, je ne vous fais pas toute la méthodo, mais on estime qu'il y a une marge d'erreur retenue de 2%, plus ou moins de 2% selon les réponses. Et donc, en quelques minutes, je vais, sans divulgacher, sans spoiler ce qu'il y a donc dans le baromètre de la solidarité, le baromètre des solutions durables, vous donner quelques éléments clés. Une des questions qu'on a posées, qui est assez simple, et je vous la formule: diriez-vous que depuis la pandémie de Covid-19, vous vous sentez plus solidaire du sort des populations vivant dans d'autres pays? Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement le tableau. Voilà, il y a 48% qui nous disent oui, tout à fait, oui, plutôt. Donc, on a le sentiment, voilà, que en tout cas à l'aune de cette question, et on va la décliner, les Français, ça reste que de la déclaration, ont quand même le sentiment que cette expérience les a rapprochés du sort des autres populations. On le sait, que vous êtes sûrement aussi comme nous sur Internet à regarder comment se développait la pandémie en Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Inde. Et donc, c'était certainement un moment où les citoyens ont essayé de s'informer un peu plus différemment, et ils ont bien aussi pris conscience que à partir d'un virus qui s'est développé en Chine, ça avait un impact sur notre quotidien.
on leur a demandé également dans quelle mesure ils seraient d'accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant, voilà, pour faire face aux défis contemporains à l'échelle du monde. Donc, on a repris en quelque sorte et assez largement les ODD, environnement, santé, économie. Promouvoir la solidarité entre les nations devient-il de plus en plus urgent? Donc là, vous le voyez également, voilà, on a 66% des Français qui s'accordent sur ce point de vue. La question qu'on s'interroge, et en fait sur laquelle on s'interroge régulièrement, c'est de savoir si les Français estiment que la France, et donc aussi le gouvernement, et également leurs impôts, devraient contribuer à un monde meilleur. Est-ce qu'on a aussi une part de responsabilité en tant que Français, en tant qu'Européens, à soutenir les pays les plus défavorisés dans ce cadre? Et comme vous le savez, voilà, il y a une future loi sur le développement qui va être bientôt, on l'espère tous et toutes, mise à l'agenda, enfin, qui vise à renouveler, à moderniser l'aide publique au développement de la France, sa politique de solidarité internationale. Donc, on leur a demandé, voilà, alors que les gouvernements s'interrogent sur les nouvelles priorités de son aide au développement, selon vous, la France devrait-elle ou non soutenir financièrement les pays les plus pauvres afin qu'ils disposent de services publics, santé, éducation, protection sociale, de qualité comparable à ce que l'on connaît en France? Et donc, en dépit de la crise, en dépit de l'augmentation du chômage, on voit qu'il y a, et ce sera en quelque sorte la conclusion de notre rapport, il y a une tentation, non pas du repli, et sincèrement, quand on a posé des questions, on s'attendait à des résultats absolument autres, et voire opposés. Il y a plutôt un sentiment d'urgence et qu'il importe de soutenir, en fait, finalement, les pays les plus pauvres pour faire face à cette pandémie. Donc, je ne vais pas tous les mettre parce que je sais que le temps imparti est relativement court. Mais quand on leur demande, selon vous, voilà, quelles vont être les conséquences de cette pandémie à l'échelle du monde, donc c'est toujours intéressant d'interroger des profanes. Hein, les gens qu'on interroge sont des gens que vous côtoyez au quotidien, mais qui ne travaillent pas nécessairement sur nos enjeux. À partir d'un certain nombre d'items, on leur demande quelles vont être les conséquences les plus importantes de la pandémie. Et les Français et les Françaises estiment que l'augmentation du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans le monde va augmenter. Malheureusement, de ce point de vue, voilà, c'est une prénotion qui s'avère réelle. Autre point qui est aussi intéressant du point de vue des ODD, c'est qu'ils estiment également, et elles estiment qu'il y en aura une hausse de la consommation de produits locaux non importés, ce qui est assez intéressant. Enfin, en troisième item sélectionné, parce qu'il y avait une choix, on pouvait choisir 3 items, l'augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. On avait également demandé ce qui était assez intéressant au regard de l'actualité internationale, parce que nos enjeux sont rarement débattus, on ne va pas se mentir. On avait demandé aux Français ce qu'ils pensaient du départ des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé en pleine pandémie. Et on voit que voilà, il y a que 47% des Français qui sont plutôt défavorables ou tout à fait défavorables à cette position qui a été réalisée et en tout cas soutenue encore aujourd'hui par Donald Trump. Donc, notre sentiment, c'est que les Français ne sont pas tentés par le repli, mais par la solidarité. Ils ont l'air, en tout cas, on fait beaucoup de sondages, je vous invite à regarder sur notre site, hein, focus2030.org. En fait, toutes ces données sont publiques. Mais on s'était dit, bon, est-ce que c'est peut-être l'occasion d'une connaissance jamais atteinte de nos fameux 17 objectifs de développement durable? L'AS, voilà, en France, seuls 9% des Françaises et des Français interrogés prétendent, parce qu'on ne va pas se mentir, je ne pense pas que ce soit aussi important, connaître les objectifs de développement durable. Donc, vous pouvez peut-être voir qu'on leur demande est-ce que vous les connaissez ou vous en avez entendu parler. Oui, vous savez ce que c'est. Donc, c'est des gens qui sont très affirmatifs sur leur connaissance. Mais en revanche, on voit qu'il y a 38% qui disent oui, mais on ne sait pas réellement ce que c'est. C'est là que la France se distingue clairement des autres pays que nous scrutons de manière régulière. Et sachez que cette question-là, on la pose tous les 4 mois pour voir l'évolution des connaissances, des perceptions et des attitudes. Voilà, en lien avec nos partenaires. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions que vous souhaitez soumettre à notre prochain sondage, n'hésitez pas à nous contacter, puisque nous co-construisons ce questionnaire. Enfin, et c'est là voilà, et on s'aperçoit, c'est toujours intéressant, que le niveau de connaissance, ça ne va pas vous étonner, est corrélé au niveau d'éducation. Donc on a 14% des bac plus 5 qui connaissent, et on a 5% des personnes qui ne sont pas titulaires du bac et qui en ont déjà entendu parler.
Et je finirai sur cette note un peu négative, en quelque sorte, à savoir, est-ce que vous estimez que la France, l'Union européenne ou même la communauté internationale va accélérer des efforts pour réaliser ces objectifs de développement durable, qu'on n'a pas mentionné tels quels puisque les gens ne les connaissent pas, mais on a formulé de telle manière que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. Et vous pouvez voir que voilà, les citoyens, et malheureusement peut-être à raison, sont assez pessimistes sur la capacité de nos gouvernements à changer la donne, en quelque sorte, voilà, renverser le sens des priorités pour réaliser les objectifs de développement durable. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous remercie. Si vous avez des questions, voilà, je serai disposé à y répondre, ainsi que mon équipe. Karine, tu es en mute. Oui, donc bonjour à tous. Je vais prendre le relais sans transition pour parler de notre sondage à Acted. Donc, je vais juste partager mon écran. Je vous demande une petite seconde. N'hésitez pas à me dire si ça marche de votre côté. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, parfait. Merci. Alors, brièvement, comme pour tenir mes 7 minutes. Donc, je voulais vous parler d'un sondage qui a été réalisé par Acted, qui est une ONG internationale, dans le cadre d'un projet que nous menons actuellement, qui s'appelle One Planet for All. Alors, juste pour vous donner un petit peu le contexte de ce sondage, il s'agit d'un projet qui est mené dans 12 pays par 14 organisations partenaires, dont Acted et Convergence pour la mise en œuvre en France. Et ce projet est centré sur le fait de sensibiliser les jeunes Européens au changement climatique et à quel point son impact affecte la réalisation des ODD, et ensuite de les équiper pour agir, puis de renforcer leurs actions. Donc, c'est ces 3 volets qui sont le cœur du projet. Et entre autres activités pour Acted, nous avions pour mission de réaliser des sondages d'opinion sur les jeunes et le climat, donc un au début et un à la fin du projet, afin de réaliser un état des lieux des jeunes, des connaissances des jeunes sur ce sujet, de mieux comprendre quel était leur engagement, quelle forme ils prenaient, quelles étaient les motivations, mais aussi de mieux comprendre comment mieux transmettre l'information, comment mieux atteindre ce public jeune, en particulier au niveau des formats et des canaux. Je ne présenterai pas cet aspect aujourd'hui parce que je manque un peu de temps, mais ce sera l'occasion d'en discuter si vous avez plus de questions là-dessus dans les Q&A. Et enfin, l'idée de notre idée était de partager ces résultats et ces enseignements avec d'autres partenaires, médias, sociétés civiles, décideurs, afin qu'ils soient utiles non seulement à nous pour notre projet, mais de façon plus large à d'autres acteurs souhaitant sensibiliser les jeunes sur le changement climatique. Donc, brièvement, pour ce premier sondage que nous venons de finaliser, qui a été diffusé début novembre 2020, il a été réalisé avec l'IFOP via un questionnaire en ligne, donc cet été, sur un échantillon de 1000 personnes représentatifs des 15-35 ans. Je n'avais pas précisé, mais voilà, pour nous les jeunes, c'est cette définition-là, les 15-35 ans. Vous trouverez le rapport complet avec tous les chiffres en lien dans le baromètre voilà, qui a été publié en octobre. Donc, je ne m'attarde pas plus sur le contexte. Je voulais mettre en valeur quelques résultats clés en essayant de rester brève. Parmi les résultats clés qu'on a pu percevoir de ce sondage, un aspect important, c'est que les jeunes sont conscients de l'enjeu. Donc, on va commencer par une bonne nouvelle. Très clairement, quand on a posé la question sur les risques liés à l'environnement et la santé, le changement climatique est arrivé largement en tête, encore plus pour les plus jeunes. C'est un point que je voulais relever ici. Les 15-25 ans étaient particulièrement inquiets sur ce sujet-là. Mais également, un aspect intéressant, c'est que pour la plupart des jeunes, les conséquences sont déjà là, à 83%, donc on a vraiment une majorité écrasante. Et pour 7%, commenceront à se faire sentir d'ici quelques années. Donc autant dire que les jeunes sont très convaincus de l'enjeu. Il y a très peu de climato-sceptiques, en fait, dans ce qui ressort de nos résultats. En revanche, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a quand même des carences d'informations. Et notre sondage a permis de les mettre en valeur. En particulier, on voit quand même qu'il y a 45% de jeunes qui s'estiment mal informés sur le changement climatique de façon générale, donc ce qui n'est pas rien. Pour les très bien informés, on voit que c'est un tout petit nombre, c'est la partie que vous avez en bleu marine. Et il est très net que
sur certains aspects comme les politiques, il y a un énorme déficit de connaissances à combler. De même, un chiffre qui est un peu un point d'alerte, c'est que 41% des jeunes s'estiment mal informés sur la façon dont ils pouvaient, eux, à leur échelle, lutter contre le changement climatique. Donc ça pointe un peu quelques pistes sur lesquelles il pourrait être possible de travailler pour une meilleure information. Pour reprendre un petit peu l'intervention précédente, c'est intéressant de mettre en perspective ces chiffres. Donc nous, dans notre sondage, on a vu que ça reflète un peu la tendance pour l'ensemble des Français. Il y a quand même un relativement bon niveau de connaissance du côté des jeunes sur les ODD, sur l'accord de Paris. Après, on constate que, comme pour l'ensemble de la population, il y a relativement peu de sondés qui étaient capables de vraiment définir précisément de quoi il s'agit. Voilà, et en revanche, certains aspects importants pourtant le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, est très peu connu alors qu'il s'agit quand même d'un acteur important sur le sujet. Mais on peut quand même relever que c'est assez encourageant d'avoir une large partie des jeunes qui ont entendu parler d'un programme d'action sur le climat. Un autre point que je voulais mettre en valeur sur la question des conséquences, on voit que les conséquences sur les pays du Sud sont mal comprises. Ça, c'était quelque chose qui ressortait très clairement. On voit par exemple que 9% des sondés pensaient qu'il n'y aurait que des conséquences positives du changement climatique sur les pays du Sud. Donc pour nous, c'était un résultat un peu étonnant. 42% qui pensaient que ce serait un mélange de conséquences positives et négatives. Donc ça, c'était un aspect qui était moins bien perçu, moins bien compris. Le changement climatique n'était pas perçu sous cet angle. Alors ensuite, on va passer sur le volet engagement. Donc là aussi, bonne nouvelle, on a des jeunes qui s'estiment plutôt engagés, 71%, dont 11% très engagés. On a cherché à comprendre un petit peu en quoi les jeunes agissaient. Donc là, on a quand même une large majorité de jeunes qui effectuent déjà des petits gestes principalement. On voit notamment sur la question de l'énergie, la question des transports, il y a un certain nombre de jeunes qui entreprennent déjà des actions. Donc ça, c'était le point positif. En revanche, on peut aussi voir que certaines actions liées plutôt à la consommation de biens, de la consommation alimentaire sont un peu moins comprises. Je passe un peu rapidement sur cette question. Et un point d'alerte sur la question de l'engagement, c'est pour ceux qui ne s'engagent pas, on a quand même 36% qui voudraient le faire, mais qui ne savent juste pas quelle démarche prendre. Donc ça, c'était vraiment un aspect qu'on a trouvé important à creuser dans notre projet. Et là encore, l'aspect nord-sud est moins bien compris. On a testé notamment certains messages pour une future campagne de communication prévue l'an prochain dans le cadre de notre projet. Et parmi tous les messages qu'on avait testés, l'aspect échange entre acteurs du Nord et Sud pour trouver des solutions communes au changement climatique était celle qui était la moins susceptible d'être partagée et celle pour laquelle les interrogés étaient le moins sensibles. Donc clairement, c'est un aspect à creuser. Donc la dynamique d'engagement s'étend beaucoup moins à la solidarité Nord-Sud. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour tenir mes 7 minutes. Merci beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, si vous avez des questions, voilà, je serai ravie d'y répondre. Vous avez aussi quelques contacts, nos réseaux sociaux, si vous voulez en savoir plus sur le projet. Merci à tous. Merci beaucoup Ariel. Pour ces éléments, merci beaucoup également à Fabrice. Donc, ce sont des chiffres que vous pourrez retrouver dans le baromètre. Plus en détail, avec davantage d'éléments. Merci beaucoup à vous deux pour tout ça. On va passer à la suite et peut-être aller plus profondément dans les sujets qui sont traités dans ce baromètre, entrer dans le vif. Comment faire des ODD la feuille de route du monde de demain. Plusieurs auteurs du baromètre ont accepté d'être présents avec nous pour en parler ce matin. On va avoir deux petites discussions avec à chaque fois 3 de nos intervenants et un premier sujet que nous allons aborder ensemble, comment finalement rendre l'agenda 2030, donc les 17 ODD, lisible et créer une relance qui soit compatible avec les ODD. Pour en parler, trois auteurs du baromètre ont accepté d'être présents avec nous.
Guillaume Lafortune, qui dirige le réseau SDSN en France. Donc, c'est un réseau organisé par les Nations Unies pour rassembler institutions de recherche et d'éducation autour des ODD, mobiliser des professionnels et des experts pour trouver des solutions en lien avec les objectifs de développement durable. Merci à Guillaume d'être présent. Nous sommes également accompagnés d'Armel Perringuino, qui travaille au département RSE de Veolia. Et enfin, par Yassine Aïd Kassi, qui est le dessinateur d'Elix, donc que vous connaissez sans doute, le petit bonhomme des ODD, ambassadeur virtuel des ODD, qui a récemment fondé la fondation Elix, qui œuvre elle aussi en faveur des objectifs. Merci à vous trois d'être présents. Je voudrais commencer sur ce sujet, comment rendre l'agenda 2030 lisible et, et les relances ODD compatibles, en m'adressant à Guillaume. Guillaume, avec le réseau SDSN, vous travaillez sur différents sujets, et notamment sur rendre les ODD opérationnels, lisibles, et également sur le niveau d'avancement des ODD partout dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus rapidement sur le niveau d'avancée des ODD et de leur réalisation sur l'ensemble des continents ces 5 dernières années, et comment, pour aller plus loin, pour vraiment rendre cet agenda 2030 faisable, comment est-ce qu'on peut regrouper les ODD en 6 grandes transformations pour les rendre opérationnels? Oui, alors merci beaucoup Karine, merci aussi à toute l'équipe de Convergence pour un super baromètre, et bonjour à tous. Alors effectivement, nous, au sein du réseau des Nations Unies pour les solutions au développement durable, on publie chaque année un indice mondial sur la performance de l'ensemble des États membres des Nations Unies sur les 17 objectifs de développement durable. Et ce qu'on voit globalement, pour répondre à votre première question, c'est que si on prend en moyenne le monde en entier et qu'on prend les principales grandes régions du monde, Asie-Pacifique, Afrique, Amérique latine, OCDE, Europe, on voit qu'en moyenne, toutes les grandes régions et le monde dans l'ensemble a progressé depuis 2015 sur les ODD, et je dirais même depuis 2010. Donc, il y avait déjà une trajectoire positive depuis les objectifs du millénaire, tirée principalement par des progrès sur les objectifs santé, pauvreté et accès à l'eau et à l'électricité notamment. Alors, ces moyennes cachent aussi des différences entre les pays, évidemment, mais aussi à travers les objectifs. La trajectoire, et là je parle vraiment avant le Covid-19, évidemment, la trajectoire sur les ODD 2, sur les questions d'alimentation, mais dans les pays riches aussi d'obésité, n'allait pas dans la bonne direction. Il y a une augmentation en fait de la faim dans le monde depuis 2015, et aussi les objectifs climat, biodiversité 13, 14 et 15. Et je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même quelques signes positifs au niveau des politiques publiques. On a vu l'adoption par l'Europe d'objectifs à échéance 2050, la Chine aussi 2060 pour ce qui est de la décarbonation de net zéro. Évidemment, le Covid, c'est un revers pour les ODD. Mais je pense que ça ne doit pas anéantir certains des progrès qui étaient faits jusqu'alors et les efforts qui ont été consentis sur une trajectoire de long terme. Pour ce qui est d'opérationnaliser les ODD, on s'est rendu compte très rapidement quand on a commencé à travailler là-dessus et à prendre sérieusement les ODD que c'était un agenda qui était compliqué, à la fois pour les gouvernements, pour les entreprises et pour l'ensemble des parties prenantes. 17 objectifs, 169 cibles, 230 indicateurs. Et donc, on a voulu simplifier un petit peu à travers une analyse rigoureuse des synergies entre chacune des cibles et des objectifs. Et on a réduit ces 17 ODD en 6 grandes transformations qui doivent permettre de prendre en compte finalement ces synergies. C'est-à-dire qu'une stratégie sur l'agriculture aujourd'hui et la gestion des sols, donc qui couvre l'ODD 2, elle ne peut pas se concevoir sans la prise en compte des questions liées à la biodiversité qui est couverte sur l'ODD 15 et à la gestion des ressources naturelles sur l'ODD 6. Donc, on a rejoint un peu certains des grands thèmes. On a 6 transformations liées à l'éducation, genre et inégalité, santé, bien-être et démographie, énergie, décarbonation et industrie durable, gestion durable des sols, de l'alimentation, de l'eau et des océans, ville et communauté durable, révolution digitale pour le développement durable. Donc, je passe rapidement dessus. Il y a un article dans Nature qui est sorti en 2019 et on utilise ce cadre d'analyse en fait à l'heure actuelle pour évaluer les plans de relance qui sont faits par les gouvernements, et on sort un rapport le 8 décembre où on analyse un peu et on utilise ce cadre d'analyse pour voir comment l'Union européenne peut opérationnaliser la mise en œuvre des ODD.
Super, merci beaucoup Guillaume pour ces éléments. Donc, vous pourrez découvrir un petit peu plus en détail les 6 transformations proposées par UN SDSN dans le baromètre, et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard avec certains de nos intervenants. Toujours sur ce volet de l'opérationnalisation des objectifs de développement durable, je me tourne maintenant vers Armelle. Donc, Armelle, vous travaillez pour Veolia, vous êtes responsable de la valorisation du développement durable pour Veolia. Armelle, j'aimerais vous poser une question ou une ou deux. Finalement, comment est-ce que, face à cet agenda 2030, les entreprises traduisent les ODD pour pouvoir y contribuer? Comment est-ce que, notamment, l'adoption d'une raison d'être par certaines d'entre elles peut participer à cette démarche d'adoption d'un agenda plus durable? Merci et bonjour à tous et toutes. Alors effectivement, je rejoins ce qui a été dit juste avant sur le cadre des ODD, qui est un cadre quand même assez complexe pour les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées dès le lancement des ODD, qui ont essayé de travailler sur des analyses de contribution. Mais c'est vrai qu'on a quand même senti que ce n'était pas forcément un cadre très facile à manier. Nous, chez Veolia, ce qui a changé, c'est à partir de 2018, quand on a commencé à travailler sur notre raison d'être, qui est en fait un travail qu'on a mené pendant 1 an, un travail de consultation avec nos parties prenantes. On a beaucoup échangé avec des parties prenantes internes et externes. Et les ODD, l'intérêt, c'est que ça a mis sur la table un cadre qui était totalement partagé, dans lequel tout le monde reconnaissait les grands objectifs, les grands défis. Donc, on avait un outil de dialogue commun qui pouvait être partagé aussi bien par l'interne et par l'externe. Nous, le cadre, à travers la raison d'être, ce qu'on a cherché à comprendre, à analyser, c'était l'utilité de l'entreprise. À quoi sert l'entreprise et comment elle peut être utile pour toutes ses parties prenantes. Ce qu'on a traduit à travers le cadre des ODD, c'est la notion de performance plurielle. C'est comme ça qu'on se l'est approprié, qui en fait est en lien avec ce que notre PDG appelle la vision élargie de l'entreprise, et de la notion d'utilité de l'entreprise pour toutes ses parties prenantes. Et on voit bien à travers les ODD que l'objectif, c'est aujourd'hui d'aller trouver des solutions pour répondre aux grands défis, que ce soit les défis environnementaux, et on sait qu'ils sont nombreux et ils sont extrêmement challengeants, les défis sociétaux et les défis économiques. Mais tout ça, on a bien compris aujourd'hui qu'il fallait le regarder d'une manière totalement globale, et le cadre des ODD, il invite à ça, il invite à une résolution complètement systémique, et de se dire, quand on agit sur un sujet, par exemple environnemental, on peut également avoir un impact sur des communautés, sur l'environnement autour. Donc, il faut regarder non pas les choses par silo, mais vraiment dans cette vision globale. Et donc, nous, on l'a traduit dans ce que je disais, dans cette performance plurielle, qui vise en fait à avoir un équilibre entre 5 grandes performances. La performance économique et financière, qui était vraiment la performance traditionnelle sur laquelle on évaluait l'entreprise, mais également de regarder la performance environnementale, la performance sociale, la performance sociétale, et puis la performance pour nos clients, notre performance commerciale. Et donc, ce qu'on veut faire pour mener à bien cette performance plurielle, cette démarche, c'est d'avoir cet équilibre. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de traduire cette vision de cette performance plurielle dans nos processus, dans nos métiers. Je vais vous donner un exemple rapide. On a au sein de Veolia une structure qui s'appelle les comités d'engagement, qui vise à évaluer l'intérêt et la faisabilité de nouveaux projets au-delà d'un certain seuil financier. Auparavant, on les regardait évidemment sur l'intérêt économique, l'intérêt de chiffre d'affaires que ça pouvait rapporter. Et bien aujourd'hui, pour passer dans ces comités, il y a une grille qui reprend en fait notre tableau de bord et nos 18 indicateurs qui sont connectés aux ODD. Et on demande en fait pour chaque projet quel est l'impact en termes environnementaux. Donc par exemple, quel impact sur les écosystèmes, sur la gestion des ressources. On demande aussi quel est l'impact en termes d'emploi. Quel est l'impact en termes d'innovation. Donc vraiment, on vise
une analyse globale et non plus une analyse uniquement économique et financière. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de regarder dans tous nos process, que ce soit dans les budgets, que ce soit également dans les rémunérations de nos managers qui sont aussi connectés à cet outil. Et je finirai juste une dernière petite chose. On a complètement connecté ça à la stratégie de l'entreprise. Et je pense que c'est là où c'est fondamental la dimension des ODD pour les entreprises. C'est la dimension de transformation des modèles d'affaires pour aller vers plus de soutenabilité, donc développer des produits et des services qui soient plus durables. Et ça, aujourd'hui, ça peut être une source d'opportunité, de différenciation commerciale que les entreprises peuvent intégrer dans leur modèle d'affaires. Merci beaucoup Armelle pour ces réponses. Vous nous avez dit notamment que effectuer cette transformation, ça nécessitait d'avoir une vision globale. En lien avec ça, je me tourne maintenant vers Yacine. Donc Yacine, vous avez lancé assez récemment, dans l'année qui vient de s'écouler, la fondation Helix, sur laquelle vous travaillez notamment sur comment rendre l'agenda 2030 lisible, comment proposer des outils pour pouvoir mettre en œuvre ces objectifs, et une vision, une façon de voir les ODD que vous soutenez beaucoup et que vous développez dans le baromètre, c'est notamment la théorie du donut. Comment, en lien avec ce qui vient d'être dit, cette théorie du donut fonctionne? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, et comment est-ce que c'est un bon moyen d'envisager un monde de demain durable? Bien sûr, Karine. Alors, je vais d'abord vous corriger parce que la fondation existe depuis déjà 2 ans et demi. Et effectivement, cette année, on a un gros focus sur les ODD parce que c'était le 5e anniversaire, mais surtout l'anniversaire inversé des 10 ans qui nous restent, le fameux 10 to go. Et Helix, lui, existe depuis bientôt 10 ans et 5 ans qu'il est ambassadeur virtuel des Nations Unies, et du coup 5 ans qu'il porte les objectifs de développement durable auprès notamment du grand public. On fait ce qu'on peut à travers différentes campagnes. Et la dernière, effectivement, de ces campagnes avec d'ailleurs nos partenaires de Focus 2030, c'est l'Action Box. Et l'Action Box, c'est effectivement d'expliquer la dimension systémique des objectifs de développement durable. Alors, on parle effectivement de la théorie du donut, mais en fait, regardez, vous avez tous ce pin, vous ne l'avez pas forcément sur vous, mais vous l'avez au moins près de vous. Les ODD, c'est quoi comme forme? Vous reconnaissez, c'est un donut. La théorie du donut, c'est quelque chose qui a été, c'est une théorie qui a été proposée en 2012, donc au moment où justement on réfléchissait à Rio à ce qui allait devenir les objectifs de développement durable. C'est un modèle économique qui a été proposé donc par Kate Raworth, qui en fait, si on prend, vous voyez cette forme du donut, vous l'avez dans le baromètre, on a un cercle au centre et un cercle à l'extérieur. Le cercle au centre, c'est le fondement social, c'est le minimum en fait, ce en dessous de quoi on ne doit pas aller, qui va correspondre d'ailleurs à beaucoup de nos objectifs des ODD. Et le cercle supérieur, c'est les limites planétaires, le plafond environnemental, les fameuses 9 limites planétaires de Johan Rockström. Et en fait, les ODD sont un donut, mais dans leur design et dans la façon dont ils ont été présentés, ça a été un assemblage de 17 objectifs, là où en fait il y a une dimension dynamique, et vos invités, Armelle et Guillaume, viennent d'insister là-dessus, et c'est extrêmement important, c'est-à-dire que tout est lié. C'est ce qui est écrit à côté de moi, derrière moi, ce qui était un des axes forts de notre campagne. C'est vraiment tout le sens du donut. Tout est lié. On ne peut pas lutter contre le changement climatique si on ne s'attaque pas aux mécanismes économiques, aux stratégies des entreprises, mais aussi aux fondements sociaux. On a vu justement sur la crise Covid à quel point une crise qui d'abord était présentée comme une crise sanitaire, a des fondements de notre rapport au vivant, de rapport, c'est une zoonose, c'est quelque chose qu'on est allé chercher dans le monde animal, qui se portait très très bien avant qu'on aille déforester des endroits où on n'avait vraiment pas besoin d'aller, qui génère une crise sociale comme on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, à travers une crise économique, et on voit bien cet empilement de crises
du coup systémiques, qui sont en interaction les unes entre les autres et qui nous renvoient à la table ronde autour de laquelle on est tous assis virtuellement aujourd'hui sur Zoom. Ce sont ces objectifs de développement durable. Donc effectivement, dans le document, et vous le reprenez dans le baromètre, on en est très heureux, c'est de croiser cette théorie du donut, de créer cet espace juste et sûr pour une économie régénérative avec les objectifs de développement durable. Parce qu'on voit bien que dans les objectifs de développement durable, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont liés à la dimension environnementale, d'autres à la dimension sociale et économique. Et finalement, il faut juste rappeler que c'est depuis 1992 simplement la définition de ce qu'est le développement durable. Le développement durable est devenu par une sorte d'appauvrissement du message. C'est devenu un synonyme de l'écologie, mais l'écologie seule dans notre écosystème humain n'existe pas, puisque on est confronté à notre survie quotidiennement, comme les animaux. Et notre façon d'être ensemble, c'est à travers notre maillage économique et social. Donc cette interaction entre l'environnement, l'économie et nos modèles sociaux, c'est à la fois ce qui va égrener les objectifs de développement durable, mais qui ont besoin d'une vision dynamique qui est celle du donut. Merci Yacine pour ces réponses et ces précisions. Je voudrais du coup à tous les trois vous poser une question, Guillaume, Armelle et Yacine. On se situe maintenant dans une période de très forte turbulence économique, sociale, environnementale. On est dans une période de crise qui est extrêmement accentuée par la crise du Covid que nous sommes en train de traverser. Et partout on parle de relance. En lien avec du coup tous les éléments que vous avez développés, pour vous, rapidement, est-ce que vous pensez qu'une relance compatible avec les ODD est possible, et si oui, à quelles conditions? Je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez. Alors, si vous voulez, en fait, c'est une des pages de l'Action Box où on a étudié le plan de relance tel qu'il a été annoncé en France, en tout cas, c'est-à-dire les fameux 100 milliards avec une partie qui vient des fonds européens, une partie de dette, à travers les objectifs de développement durable, et de voir justement que c'est pas qu'il peut être compatible, c'est que il doit. C'est que de fait, de nature, s'il n'est pas, d'ailleurs vous parlez vous de baromètre, quand on parle de ODD, nous on parle de boussole, si on ne suit pas cet objectif, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ni de faire un plan de relance, ni même d'adopter des traités internationaux qu'on ne va pas suivre, parce que tout est dedans, tout y est. On a absolument tous les éléments et toutes les lignes budgétaires du plan de relance sont dans les objectifs de développement durable. Sauf que, et là Fabrice me reprendrait là-dessus, justement, quand on met tout sur les ODD, on voit ce qui manque. Ce qu'on ne voit pas quand on ne fait pas ce travail. Et ce qui manque, effectivement, c'est l'aide internationale. Donc, c'est extrêmement important, dans ce moment où le plan de relance n'est toujours pas sorti, de ne pas réinventer la roue, on reprend la roue des ODD, de regarder ce qu'on a signé il y a 5 ans, puisqu'à un moment donné, si on signe des déclarations, ce n'est pas juste pour être pris en photo avec d'autres chefs d'État. Il y a quelque chose qui nous engage, et qui nous engage collectivement, puisqu'encore une fois, le plan concerne les États, mais également les entreprises, les citoyens, les collectivités. Donc, non seulement il est compatible, mais on va tout faire autour de cette table ronde pour rappeler que ce plan de relance, il a quasiment déjà été adopté il y a 5 ans aux Nations Unies. Merci Yacine. Armelle, Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez? Armelle, par exemple, notamment au sein d'une entreprise, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on peut justement penser que le plan de relance sera compatible avec les ODD et peut l'être? Alors, je pense effectivement que c'est un peu maintenant ou jamais, parce que on voit bien aujourd'hui qu'il y a énormément de flux financiers, il n'y en a jamais eu autant, et des choses qu'on pensait totalement impossibles, bien tout d'un coup, tout arrive comme ça. Donc, effectivement, cette opportunité-là, elle se représentera plus jamais. Donc, il faut y aller. Je pense que dans les éléments qui ont été donnés aussi en début de conférence, avec les présentations sur les attentes, notamment des jeunes, des citoyens, il y a vraiment
quelque chose de très fort là-dessus et une dynamique de transformation qui est attendue. Donc, les entreprises, si elles veulent assurer leur pérennité, elles doivent s'inscrire dans ce mouvement-là. Et je dirais qu'on le voit déjà quand même aussi dans les interrogations qu'on peut avoir, hein, que ce soit la manière dont on est évalué, mais il va falloir aller plus loin aujourd'hui. Je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir, et vous en parlez dans le baromètre, sur la comptabilité, la manière aussi dont on évalue l'entreprise. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce cadre financier qui est un peu l'élément le plus regardé. Mais si aujourd'hui, on évalue en prenant en compte également les impacts environnementaux, sociaux d'une entreprise, les choses seront différentes. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a le projet, par exemple, au niveau européen de taxonomie aussi, qui va amener à regarder les activités des entreprises différemment. Donc, je dirais que les choses vont dans le bon sens. Dans quelques jours, on va fêter les 5 ans de l'accord de Paris. Juste avant, on a un sommet européen où les chefs d'État vont se mettre d'accord sur le niveau d'ambition de l'Europe et est-ce qu'on passe vraiment sur ces 55% cet objectif de 55% de réduction des gaz à effet de serre. Donc, moi, je vois vraiment un contexte favorable. Il ne faut pas faiblir, il faut continuer. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une opportunité. Et Paul Polman parlait du meilleur business plan pour les entreprises. Et je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête et que ça peut être un levier formidable. Et notamment aussi parce qu'il y a tout le volet de transformation et de collaboration, comment on peut faire des choses ensemble. Donc, voilà, ça ouvre pas mal de perspectives pour la suite. Super, merci Armelle. Guillaume, peut-être le mot de la fin sur cette question de la relance avant qu'on passe à la suite. Ouais, bah oui, Karine, je pense qu'il y avait 3 dimensions dans la question que vous posiez. Est-ce que la relance va arriver? Moi, j'y crois énormément et je pense que les prévisions économiques fournies hier par l'OCDE semblent aller dans cette direction, plus 4,2% pour 2021 pour le monde, plus 6% pour la France. Donc, il y a des vrais motifs d'espoir et je pense que les annonces sur les vaccins, ils sont pour beaucoup. La deuxième partie de la question, c'est est-ce que la relance va être compatible avec les ODD? Il n'y a pas de raison technique pour qu'elle ne le soit pas. Il n'y a pas de raison technique pour qu'on n'arrive pas à décarboner d'ici le milieu du siècle, pour qu'on éradique l'extrême pauvreté ou pour promouvoir un accès universel à l'éducation et à la santé. On a publié une petite réponse à certains des commentaires qui ont été faits en juillet qui soutenait un peu une nouvelle réflexion sur les ODD, une réduction des ambitions, aussi dans Nature, où on mentionnait que ce n'était pas le moment justement de réduire les ambitions et que techniquement, il n'y a pas d'obstacle. Financièrement, il n'y a pas réellement d'obstacle non plus. On a fait l'exercice d'évaluer le coût des ODD. Pour le monde, c'est 2% du PIB dans le monde. On a fait ça avec le Fonds monétaire international. Il y a évidemment un gap financier pour les pays en voie de développement, mais il y a aussi des sources de financement qui peuvent être trouvées. Et ensuite, la dernière partie de votre question, c'était sur les conditions pour l'atteindre. Et je pense que, comme beaucoup commencent à parler d'une super année 2021, je pense qu'effectivement, cette année 2021 peut être un tournant. Elle est clé. Et je crois qu'il y a 3 grands aspects là-dessus qui sont clés. En matière de collaboration internationale, il y a évidemment la question de l'accès universel aux vaccins. Et on a lancé une commission avec le Lancet où on travaille énormément sur cette question de l'accès éthique et universel aux vaccins. Il y a la question de toute la réflexion autour de l'investissement public et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur la notion de transformation. Au-delà de la question du stimulus, c'est vraiment des questions de transformation dont on parle avec l'investissement public. Mais ça va de pair, à mon avis, avec une réflexion sur la question du financement international qui a beaucoup été mentionné par les interventions précédentes pour les pays en voie de développement, les pays pauvres qui n'ont pas accès au marché financier et une réflexion sur les systèmes de taxation. Je pense que les travaux de l'OCDE là-dessus sur la taxation digitale et tech sont très, très importants et clés pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et finalement, je pense qu'il y a une troisième dimension, condition, c'est effectivement des sommets internationaux vertueux, fructueux cette année. À la fois la COP climat à Glasgow en novembre, la COP biodiversité en Chine au mois de mai, le sommet mondial sur l'alimentation aussi soutenu par le secrétaire général des Nations Unies, en plus des G20, des forums de haut niveau des Nations Unies et de l'Assemblée générale en septembre. Il y aura des occasions et je pense que l'Europe doit vraiment prendre le leadership sur ces questions-là dans les forums internationaux. Merci Guillaume, merci à tous les 3 pour vos réponses, pour vos interventions et puis pour votre optimisme malgré les défis qui nous attendent.
Je vais vous proposer qu'on se retrouve à la fin pour une petite session de questions-réponses. Si des questions s'adressent déjà à vous dans le chat, n'hésitez pas à y répondre tous les trois, Armelle, Yacine et Guillaume. Et je vais me tourner maintenant vers trois nouveaux panélistes qui nous rejoignent aussi aujourd'hui. Et avec eux, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus dans le concret. Un autre monde de demain, la réalisation des ODD. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Pour répondre à cette grande question qu'on va découper quand même en plusieurs étapes, je suis avec Francesco Grieco. Donc, Francesco travaille pour Impulse Investment Manager, qui est un fonds d'investissement à impact qui investit notamment dans des projets de microfinance. On est également avec Valérie Tchako, qui est directrice égalité des chances du groupe Orange. Valérie a travaillé, avant de prendre ce poste-là, sur la mesure et l'évaluation des actions d'Orange à l'aune des ODD. Elle sera là pour nous en parler. Et enfin, nous sommes aussi avec Déborah Kiragel. Déborah est la directrice exécutive du Master Sustainability et Social Innovation de l'école de commerce HEC, et elle travaille notamment sur les questions d'éducation au développement durable. Donc pour commencer, je vais passer la parole à Francesco. Francesco, concrètement, quand on travaille pour un fonds d'investissement qui souhaite avoir un impact social ou environnemental, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les ODD dans sa mesure de la performance extra-financière? Comment ça marche? Et est-ce que les bonnes pratiques qui sont adoptées par les fonds à impact comme Impulse peuvent essaimer et faire évoluer le secteur financier traditionnel? Oui, merci Karine. Une toute petite précision, en fait, effectivement, Impulse est un gestionnaire de fonds. Nous gérons 3 fonds impact, COPEST, COPMED et LENOS, sur la zone Europe, MENA, Moyen-Orient. On a plus ou moins sous gestion 60 millions d'euros pour l'instant. Comment on fait? C'est pas facile. Il faut une grande volonté, une volonté forte qui n'est pas seulement une volonté, je dirais, des actionnaires, mais aussi une volonté du management et bien sûr de l'équipe, parce que si tes collègues du front office ne suivent pas, on va nulle part. Donc là, je pense que nous, on a eu effectivement la chance d'avoir effectivement des investisseurs qui avaient déjà une certaine sensibilité par rapport à l'impact investing et tous les concepts qui sont liés. Donc, on a pu effectivement aller un pas à l'avant dans notre formule, dans notre, je dirais, système de mesure de performance sociale. On avait déjà un système avant de mesure de performance sociale parce qu'il faut se rappeler que la microfinance, nos fonds, c'est des fonds d'investissement microfinance. Il faut rappeler le grand credo de la microfinance, c'est le double bottom line. Donc, on fait des investissements qui sont profitables non seulement du point de vue financier, mais aussi du point de vue social. Donc, on avait déjà ça bien dans notre tête. À un certain moment, il a fallu effectivement migrer vers les ODD parce que c'était le nouveau cadre référentiel et on ne pouvait pas s'en éloigner. Et il a fallu donc, deuxième step, s'en approprier. Le concept n'est pas des plus faciles, comme Armelle disait, parce que c'est des principes vraiment généraux qui s'appliquent un peu à tout et à n'importe quoi, entre guillemets. Et donc, il a fallu effectivement un peu comprendre mieux comment gérer ces ODD. On a fixé donc une direction stratégique de façon à pouvoir chercher des indicateurs sur le terrain qui provenaient de nos investissements et qui matchaient en fait, qui étaient liés à chaque ODD. Donc, la troisième étape, c'était effectivement de choisir des indicateurs. Et ça, c'était l'étape la plus difficile à faire. Parce qu'on a beau à poser des questions, mais si on n'a pas de réponse, ou si nos clients, entre guillemets, nos clients en étant des institutions microfinance sur le terrain, n'ont pas les données à communiquer, on n'aura pas tout simplement les données et nos indicateurs seront vides. Donc, disons que ça, c'était la chose un peu la plus compliquée. Chercher des indicateurs fiables, mesurables, disponibles. On les a finalement trouvés. Comme quelqu'un disait, on n'a pas réinventé la roue. Là aussi, on a été chercher dans les référentiels. Heureusement, la microfinance est vieille, entre guillemets, et nous donne pas mal d'outils là-dessus. Et effectivement, on a commencé à faire ce matching entre ODD et indicateurs. ODD et indicateurs. Le principe n'était pas celui de dire, OK, les meilleures institutions, c'est celles qui ont l'objectif no poverty, le plus important. Disons que
Le concept était plutôt de se dire, on va mesurer l'alignement entre la mission de nos clients avec voilà, certains SDG. Et là, on est en train encore d'évoluer pour faire carrément un scoring. Enfin bref, mais ça, c'est donc pour le choix des indicateurs. Quatrième point, il faut suivre ces indicateurs. Il y a tout un reporting à faire. Effectivement, ce n'est pas des plus faciles, mais une fois par an, nous, on récolte du terrain effectivement tous les indicateurs pour faire une consolidation, que c'est celle que vous retrouvez quelque part dans l'article qu'on a mis sur le baromètre. Cinquième point, suivre, c'est sympa, mais après, il faut un peu aussi aller au-delà. Et donc, il faut utiliser ces indicateurs, ça c'est notre concept, pour se fixer des objectifs d'impact. Et là, on revient au concept d'impact. Donc, si nous voulons aller, entre guillemets, financer des institutions qui, je ne sais pas, leur mission sociale, c'est par exemple de servir des femmes, si on finance une institution qu'au jour 0 a 500 femmes parmi leur clientèle, on pourra se fixer un objectif de 1500 dans 3 ans et on pourra suivre. Et là, on mettra en place toute une série, je dirais aussi, d'actions pour pouvoir aider notre client à atteindre ses objectifs. Dernier point, je dirais, c'est un objectif qui va encore plus au-delà, intégrer les ODD dans la prise de décision. C'est-à-dire, OK, on ne va pas financer tout le monde, on va financer que ces clients, que ces institutions qui respectent un certain ODD, qui ont un certain niveau, entre guillemets, sur voilà, un ODD, effectivement, qui après doit être en ligne avec la mission de l'institution elle-même. On ne peut pas demander à une institution d'impacter l'ODD, je ne sais pas, no poverty, si eux, ils font que de la green finance, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est un peu comment on a cherché d'intégrer les ODD et les rendre quelque part opérationnels, effectivement, aussi dans le business de tous les jours, si vous voulez. Merci beaucoup Francesco. Je me tourne vers Valérie. Valérie, Francesco vient d'évoquer un certain nombre de défis quand on veut prendre en compte les ODD dans son modèle et dans la façon dont on fonctionne, que ce soit dans la finance ou bien dans une entreprise. Et vous, au sein d'Orange, vous avez mené une grande évaluation de la contribution d'Orange aux ODD au cours des derniers mois. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette démarche, les étapes que vous avez suivies, notamment si vous avez rencontré des difficultés similaires et finalement, quelles sont à l'issue de cette démarche vos priorités pour contribuer à la réalisation des ODD chez Orange? Oui, merci Karine, bonjour à tous. Je suis ravie de retrouver Convergence puisque depuis le projet, j'ai changé effectivement de poste. Donc, je m'occupe maintenant de l'égalité des chances. Mais effectivement, j'interviens là comme une ex-directrice de la RSE du groupe Orange. Tout ce qui a été dit, évidemment, bien sûr, est totalement aligné avec nos réflexions. Et du coup, comme Armelle a bien précisé les intérêts d'une telle démarche, moi, j'avais envie de partager avec vous une forme de recette. Alors, elle n'est peut-être pas miracle, mais en tout cas, c'est plutôt un retour d'expérience qui préside donc l'explication de la méthodologie. Je crois que quand un groupe comme le nôtre, en fait, qui est un groupe international avec 250 millions de clients dans le monde, 140 000 salariés, plus de 140 nationalités, des activités multiservices, on se rend compte qu'on a des enjeux en réalité transverses et des enjeux qui sont très liés à l'engagement d'un opérateur économique qui finalement participe à la transformation du monde et qui souhaite quand même participer de manière très positive. Donc, je crois que la première étape a commencé par établir un constat très réaliste sur ce que nous étions, ce que nous représentions et où nous voulions aller. Maintenant, quand ce constat est réaliste, il est souvent partagé par une direction RSE avec ses pairs, donc son écosystème, très rarement finalement, et même si tout ce qui a été dit est très enthousiasmant, très positif sur la prise de conscience des jeunes, sur la montée en puissance des enjeux de développement durable, de la manière dont les médias le traitent, néanmoins, quand je dis qu'il faut être réaliste, c'est qu'au sein d'une entreprise, y compris comme la nôtre, et même si le secteur est très engagé, en fait, in fine, le référentiel ODD est peu connu, on y fait peu mention, ou alors parfois il y a des contresens qui
parfaitement liées à l'intitulé des ODD, qui finalement sont simples, mais peut-être parfois confusants aussi pour chacun. Et donc, la première, au moment où on a décidé de l'action d'évaluation pour les ODD, on était convaincus évidemment que c'était une feuille de route internationale fantastique, un référentiel qui nous permettait d'abriter l'ensemble de nos projets sous une même ombrelle et donc d'avoir un impact. La question, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut transformer l'entreprise de manière profonde et sur un engagement de longue haleine. Donc, après le constat, la deuxième posture, c'est d'être extrêmement convaincu et de savoir qu'on est sur un chemin qui est long. Alors, à 10 ans, bien sûr, mais dans une entreprise de téléphonie, 10 ans, c'est très long. On est plutôt habitué à être sur des innovations et des modes de transfo à 3 ans qu'à 10 ans. Alors, du coup, on s'est retrouvé dans une approche, pardonnez-moi le mot parce qu'il n'est pas forcément très joli, mais là, ça a été positif, c'est de l'opportunisme. Et on a fait de l'opportunisme. Au moment, pas du tout comme Veolia, et que je salue parce qu'effectivement, ils ont réussi à intégrer les ODD dans la raison d'être. Nous, malheureusement, entre guillemets, mais là c'est côté RSE et je n'engage que moi d'ailleurs finalement, la raison d'être a présidé l'adoption des ODD, en tout cas pour Orange, puisqu'elle a été réfléchie, intégrée dans les statuts et a été suivie d'un plan stratégique. Donc, première opportunité, on se dit, Orange vient de se doter d'une raison d'être qui est extrêmement engagée sur le plan sociétal, notamment, puisqu'on dit qu'on est un acteur responsable du numérique qui donne à chacune et chacun les clés d'un monde numérique responsable, un opérateur de confiance. Deuxième temps, on a un plan stratégique fin 2019 qui met très en valeur 2 engagements forts pour la RSE, un engagement autour du changement climatique, de l'environnement, et on a vraiment une ambition à 2025, et un deuxième engagement sur l'inclusion, notamment l'inclusion numérique des personnes auxquelles on s'adresse. Donc, on se dit que là, il y a une deuxième opportunité parce qu'il y a une résonance, en tout cas, avec les ODD et une feuille de développement durable. Et puis, la troisième opportunité, finalement, c'est notre président, puisqu'il préside la GSMA. Et donc là, il y a l'enjeu du secteur qui est devenu pour nous un véritable atout. Donc, la GSMA, c'est plus de 750 membres, opérateurs de téléphonie. Et la GSMA est assez pionnière, puisque je crois que c'est dès 2015, à mesurer en fait l'impact du secteur sur les ODD. Donc, on se dit, on a un président qui, de toute façon, s'est engagé sur les ODD à travers la présidence de cette association. Un plan stratégique, une raison d'être. Maintenant, la question, c'est comment on y va et comment on embarque tout le monde. Armelle faisait référence effectivement aux parties prenantes et c'est vrai qu'on a adopté une démarche basée sur finalement une méthodologie RSE, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne va pas faire de l'injonction au niveau de la gouvernance. Au contraire, on va plutôt écouter et le terrain et en même temps croiser avec la vision stratégique qu'on souhaitait avoir. Et tout ça, pourquoi? Parce que finalement, jusque-là, on avait une narration qui était un peu communicationnelle en disant on participe aux 17 ODD. Sauf qu'à un moment, choisir, c'est renoncer et on voulait absolument que ce soit en lien avec notre stratégie. Donc, il fallait affirmer les ODD sur lesquels nous avions le plus d'impact. Donc, cet exercice a été établi avec plus de 30 personnes représentant différentes entités, à la fois les filiales, pays, à la fois évidemment la direction de la stratégie, la direction de la communication, la direction financière également, le contrôle de gestion. Et après 4 mois intenses de remontée des projets, de croisement avec justement les engagements du plan stratégique, on a identifié 6 objectifs de développement durable principaux sur lesquels notre impact pouvait être prouvé et sur lesquels nous pouvions aussi tenir des indicateurs et piloter finalement cette transformation positive souhaitée. Alors, aujourd'hui, on en est à avoir identifié donc collectivement ces indicateurs. Un point peut-être de précision, c'est que comme je vous l'avais dit, nous ne sommes pas partis des ODD parce que l'intitulé était trop large, mais plutôt des cibles, parce qu'immédiatement, c'était facile à transposer au niveau des filiales sur quels sont les projets qui vous semblent correspondre à cette cible. Donc, on est parti plutôt des cibles. Aujourd'hui, donc les 6 ODD auxquels nous faisons référence, évidemment, ils sont naturels. Donc, il y a le 9 parce qu'on est sur les infrastructures, ça s'impose. Compte tenu de notre engagement environnemental, le 12 et le 13, évidemment, tombaient sous le sens. Mais il fallait être sûr qu'on soit en mesure de progresser et de mesurer ces progrès. Et puis, il y a le 10 qui est donc relatif à la réduction des inégalités. Jusque-là, tout va bien.
le vrai combat, et là je le dis parce que je pense qu'on est entre personnes, on va dire, convaincues, engagées, mais avec aussi ce petit côté critique qu'il faut toujours avoir, je pense, à l'esprit. On s'est battu pour le 16 et le 17. C'est drôle, hein, parce que le 17, en fait, c'est évidemment les partenariats. Mais il fallait comprendre que derrière les partenariats, c'était aussi l'engagement des salariés, c'était aussi le soutien à l'écosystème start-up, etc. D'où l'importance des cibles. Le 16 a été le plus compliqué parce que c'est justice, paix et institution, je ne sais plus quelle est la fin de l'institution efficace, je sais plus quoi. Alors ce 16-là, il nous a donné du fil à retordre parce que finalement, c'est du vrai engagement. On est évidemment sur tout ce qui est anticorruption, jusque-là tout va bien, plan de vigilance, mais là on est en train aussi d'accepter que nos développements technologiques peuvent être s'ils ne sont pas éthiques et s'ils ne sont pas responsables, peuvent avoir des impacts négatifs sur les droits humains. Et donc là, aujourd'hui, vraiment cet engagement est très renforcé chez Orange autour de l'éthique, notamment avec l'intelligence artificielle. Et donc, on est très fiers d'avoir pu intégrer dans nos 6 ODD principaux le 16. Maintenant, dans les indicateurs, alors évidemment, les investisseurs, les ISR nous demandent, et on est de plus en plus en capacité de répondre, que nous avons adopté les ODD sur lesquels nous avons l'impact le plus prouvé. La difficulté est quand même de tenir la route. Et moi, je pense que c'est dans la durée que les transformations, évidemment, se font, ça c'est une évidence, mais que ce n'est pas évident, et je vous l'ai dit pour les entreprises, de pouvoir continuer à assurer la présence à l'esprit permanente de chacun des ODD. Et on le voit, autant effectivement en communication, on a eu une très très belle contribution de la direction de la com avec une mise en ligne sur l'intranet, sur l'extranet, des infographies, des animatiques, etc. Mais in fine, pour mesurer, il faut continuer la course. Et je crois que là, je ne sais pas, c'est ce que je disais hier en préparation, est-ce qu'il faut nudger les ODD? Je ne sais pas, il faut trouver le nudge pour les ODD. Mais j'ai bien peur que le soufflet retombe. Donc, je suis moitié pessimiste et moitié optimiste. Merci, voilà. Merci beaucoup Valérie. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, notamment pour tenir dans la durée, je vais me tourner maintenant vers Déborah. Donc Déborah est responsable du Master Sustainability et Social Innovation d'HEC. Déborah, finalement, face à tous ces défis qui sont soulevés dans le secteur de la finance, dans les entreprises, est-ce qu'il n'y a pas finalement un enjeu d'éducation aussi pour ensuite pouvoir tenir dans la durée, de formation? Notamment comment former les jeunes à tous ces enjeux de développement durable et les enjeux de l'agenda 2030. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment former du coup les futurs professionnels de demain à ces enjeux, et comment est-ce qu'on répond aussi à ces aspirations des jeunes dont on l'a vu avec Ariel tout à l'heure, ont envie de s'engager pour le climat, pour une société plus juste, une société plus durable au sens à la fois économique, social et environnemental. Concrètement, comment on fait? Merci Karine. Donc effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que la jeunesse est de plus en plus consciente, préoccupée par ces enjeux environnementaux et sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de 32 000 étudiants qui ont signé le manifeste pour un réveil écologique. Et ce manifeste, il secoue à la fois les entreprises, parce que les jeunes disent ne pas vouloir s'engager dans des entreprises qui ne sont pas actives sur ces sujets. Et ils viennent aussi secouer les établissements d'éducation supérieure, comme HEC, en nous demandant de bien les préparer à ces enjeux-là. Donc, c'est déjà un excellent départ, je dirais, cette prise de conscience. Mais comme le disait Ariel tout à l'heure, et les chiffres le montraient bien, sont-ils assez informés, sont-ils assez outillés sur comment agir sur cette transition écologique et sociale? À ça, je voudrais ajouter le constat que, à mon sens, on n'a jamais autant eu accès à l'information qu'aujourd'hui, mais en même temps, on n'a jamais autant été noyé par l'information qu'aujourd'hui. Donc, quels sont les outils pertinents? Comment éplucher l'information, comment avoir un regard critique sur cette information, comment aller plus loin, argumenter, chiffrer, illustrer nos propos, etc. Je crois que c'est là qu'on peut avoir un rôle assez fort en tant qu'établissement d'éducation supérieure. Parce que finalement, on forme des étudiants qui vont avoir des postes à responsabilité, qui vont faire partie des décideurs. Et donc, le questionnement en interne, c'est quel type de décideurs avons-nous envie de former et surtout besoin de former. Parce que finalement, on est la jonction entre les aspirations des étudiants, des jeunes, comme tu disais Karine, le marché du travail et les besoins de la société.
Et je crois que là, on peut jouer un triple rôle. Donc, le premier, ça serait non seulement de sensibiliser les étudiants à ces sujets-là, donc revisiter complètement nos maquettes pédagogiques, arriver à intégrer ces sujets-là dans toutes les disciplines. C'est une base, à mon sens, essentielle, mais bien évidemment non suffisante. Et malheureusement, on n'y est pas encore à cette première étape. La deuxième étape, selon moi, ça serait d'arriver à outiller les étudiants, qu'ils aient un regard critique, comme je disais tout à l'heure, d'analyse, arriver à argumenter, à illustrer, à vulgariser aussi l'information scientifique, arriver à comprendre le data, comment utiliser les données, comprendre les bases de la finance et d'assimiler ces outils. Qu'est-ce que ça veut dire assimiler? C'est rendre soi quelque chose, donc maîtriser ces sujets-là. Donc ça, ce serait la deuxième étape. Et troisième étape, comment passer de cette phase de sensibilisation et d'analyse à la phase d'action? Comment leur permettre d'être finalement de véritables acteurs du changement? Et pour ça, il faut, et ça c'est notre rôle, en lien avec les entreprises, bien sûr, des organisations, hein, pas que l'entreprise, dans l'organisation, il y a start-up, ONG, fondation, etc. De comprendre quels sont déjà les enjeux actuels, donc pas seulement être sensibilisé au changement climatique, mais comprendre bien les causes à effet, par exemple, du changement climatique, pour pouvoir revisiter complètement le secteur alimentaire, le secteur du bâtiment, de l'énergie, du transport, etc., comme le disait Armel tout à l'heure de Veolia, c'est arriver à inventer de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles de gouvernance, etc. Et donc, comprendre quels sont les nouveaux métiers et quelles sont les compétences pour y accéder. Probablement que cette nouvelle génération fera des jobs qu'on ne connaît pas encore actuellement. Et donc, en résumé, pour regarder les 4 minutes, c'est comment, si on arrive à surfer sur l'enthousiasme de cette jeunesse avec les bons outils pour transformer en profondeur notre système actuel, je pense que ça peut faire des étincelles et j'ai bon espoir. Merci beaucoup Déborah. Du coup, une petite dernière question pour tous les trois, Francesco, Valérie et Déborah, très rapidement chacun. Finalement, pour vous, si on doit concrétiser aujourd'hui les ODD, quelle est la clé? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est autre chose? Je vous laisse prendre la parole. Je peux répondre, Karine, oui, bien sûr. Alors, la première des choses, je pense, c'est de montrer que c'est positif, que c'est pas lourd, en tout cas pour une organisation, mais au contraire, c'est vraiment une opportunité. Ça, c'est assez peu finalement démontré et démontrable. Donc, vraiment continuer à travailler sur cette mesure d'impact. Et puis ensuite, évidemment, l'intégrer dans les outils de formation, en fait. C'est véritablement ça. On a développé un visa RSE, il y a une bonne part qui est faite aux ODD. On a une campagne handicap, évidemment pour le 3 décembre, avec les GSMA. On parle à chaque fois, on fait référence à l'ODD auquel on est précis. Il faut être vigilant, en fait, et surtout intégrer dans tous les supports de formation et d'éducation interne les ODD, ce qui n'est pas évident. C'est pas évident. Merci Valérie. Francesco, du coup, sur ce sujet, un petit mot? Oui, juste un petit mot. Moi, je voudrais ajouter à ce que Valérie vient de dire, l'importance du marketing, que d'ailleurs elle a mentionné tout à l'heure. Il faut faire un battage médiatique, surtout que les nouvelles générations elles sont hyper preneuses de ça, de façon à pouvoir élargir un maximum le spectre effectivement de connaissances, de connaisseurs des ODD, que maintenant est quand même quelque chose pour pour les sociétés, pour certaines des sociétés avec une certaine sensibilité, alors que ça devrait être effectivement quelque chose qui devrait s'élargir à toutes les, disons, les couches, effectivement, je ne dirais pas de la population, mais de tous âges et de tous utilisateurs confondus, entre guillemets. Parce que sinon, il y a un décalage entre ce que les entreprises font et la connaissance, effectivement, du marché des clients. Il faut que aussi les clients, en tant que consommateurs, soient tout à fait conscients de ça. Et pour faire cela, il faut du marketing, je pense. Parce que pour l'instant, est un peu réduit, entre guillemets, je pense. Merci Francesco. Déborah, peut-être le mot de la fin sur l'ensemble de ces sujets et la clé pour concrétiser ces ODD. Alors, je vais parler surtout de la nouvelle génération parce que finalement, ce sont les futurs employés, mais aussi les futurs consommateurs. Donc, ça englobe un gros pool de personnes. Bien évidemment qu'il faut passer par l'éducation. On a la chance d'avoir un langage commun, les ODD. En étant une école internationale, finalement, c'est une thématique qui peut parler à tout le monde et qui devrait parler à tout le monde. Et je crois qu'il faut pas se louper. Là, c'est le bon moment.
on ne peut pas en rester au constat. Et donc, moi, j'ai vraiment bon espoir qu'on arrive à former tous les jeunes qui passent par nos établissements, bien évidemment au-delà, mais au moins tous les jeunes qui passent par nos établissements. Merci, merci Déborah, merci à tous les trois. On se donne rendez-vous un petit peu plus tard. On a pris un peu de retard parce qu'on avait beaucoup de choses super intéressantes à dire les uns et les autres. J'espère que ça aura intéressé nos spectateurs. Je vois qu'il y a pas mal de questions et d'échanges. Je vois pas mal de petits messages passer. Donc, tous ceux qui sont intervenus jusqu'à présent, Francesco, Valérie, Déborah, Yacine, Ariel, Fabrice, Guillaume, Armel, n'hésitez pas à répondre directement aux questions dans le Q&A ou dans la conversation du webinaire en parallèle de la suite pour apporter des réponses parce que je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de refaire tout un tour de table à la fin. Donc vraiment, n'hésitez pas à apporter vos éléments de réponse par écrit à tous nos participants. Et je voudrais maintenant passer la parole à une invitée qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et qui est Marina Ponti. Donc, Marina Ponti est la directrice de la campagne d'action des Nations Unies pour les ODD, la UN SDG Action Campaign. Elle nous a fait l'honneur également de rédiger l'éditorial du baromètre cette année. Elle va s'exprimer en anglais et nous délivrer du coup son message. Marina, it's really an honor for us to have you with us today. So you did us the favor of writing the opening editorial of the barometer called A Turning Point for People and the Planet. And that relates a lot to what other speakers have been saying so far. So Marina, you have 10 minutes to go. The floor is yours to engage in a conversation with our audience. Alors, avant tout, merci Karine et merci tout le monde. Je suis désolée que je vais parler en anglais, mais pour moi, c'est plus facile. Mais je peux vous suivre toutes les conversations et je me sens vraiment alignée avec les messages que les autres panélistes ont partagés maintenant. First of all, it's such a pleasure to be here for the launch of the 2020 barometer, and I really appreciated the messages, and also it was very interesting to me to see some of the same messages and same discovery we've done at the global level to be also reflected in France. As many of you have said, the world is upside down. The pandemic has put the spotlight on both the fragility of our societies, but also the failure of our systems. The pandemic has also made clear that there are risks that we have ignored for decades. And I put the spotlight on those risks: inadequate health system, gaps in social protection, structural inequalities, environmental degradation, and the climate crisis. The virus has also shown how unequal we are, as the virus is the same virus, for everyone, but is affecting more and is posing the greater risk to the most vulnerable, those living in poverty, those living in marginalized communities, older people, people with disabilities or pre-existing condition. The pandemic has also exposed some of the myths that we've been told about. That free markets can deliver healthcare for all, that unpaid care is not work, that we live in a post-racist world, and that we are all in the same boat. But as often, and as many of you have already conveyed, in the darkest moments of history, challenges come hand in hand with opportunities. And we have the once-in-a-generation opportunity to turn things around, because we are at a turning point for people and the planet. And as I noted down, we are in a maintenant ou jamais moment. And I really like the French version of it.
And as many of you have said, we're celebrating, somehow is a sober celebration, 5 years since the adoption of the goals. And 5 years ago, many people were skeptical that these goals will ever be achieved, because the goals require transformative changes in the way our societies are shaped, in the way wealth and power is distributed, and in the way we produce and consume. So many people were saying, it's too costly, it's too difficult, it's just never gonna happen. And somehow, and many of you again have said it before, we now see that transformative change may be possible because we are at a halt, at the global level, regional level, local level. All the leaders from public and private sector are back at the drawing board to redesign our society, to restart our economies, to rethink work, health, training, this was mentioned, education, mobility. So there is both the policy space, which before was perceived impossible, is there for reshape, for reimagine our future. And also, and this was also said, the financing, that there are substantial financial resources allocated again to both public and private entities to make those bold shifts a reality. So this is why I share the optimism that many of you have also conveyed. But then there is also another factor, and this is about individual action. Many of you spoke about, young people, about their eagerness to engage, provided, companies or public sector are doing their share for climate and for social inclusion. And we see the same. Somehow we were engaged. We had the privilege to support the UN 75 Global Survey that reached, more than almost 2 million people across 200 countries. And many people, as it was also one of the answers in France, have understood through the pandemic that there is a greater need for global solidarity and for global cooperation. So somehow global problem, and I think that the climate had also helped people to understand that you cannot address climate change alone, that you need a kind of a global dialogue and global action. But the pandemic has made this even much clearer, that we need global response, but then we need, and I think this is now clear also in Europe in front of all of us, we need the coordination between the global solution and then the national and the local. But beyond the message on global solidarity, there is also a second important message, and is about individual action. Again, when the goals were achieved, there was this new narrative about everyone can be an agent for change. But again, that narrative was perceived as very abstract, very high level, not really applicable to our daily life. And now we see with the pandemic that in the face of a disease which is affecting the most powerful country and the most vulnerable ones, the only strategy so far available to all of us is individual action. Wearing a mask, keeping the physical distancing, reducing contact and movement. So this has gave people a kind of a clear demonstration that their action can have an impact. And I think that this same community of people across the world who are now with their individual action helping to halt the curve and reduce the spread of the disease,
this is a community that is prepared to make the bold changes that are required to address climate in terms of behavior, in terms of consumption, in terms of production. So I really believe that this emphasis on the individual action, and you see a butterfly effect on my back, symbolizing, the butterfly effect, will also be, there will be more people believing in individual action than before. And somehow, many people, I think the representative for Orange said, in a telecom context, 10 years is just too much. I mean, we have a kind of a short horizon. But I think we do have a short horizon, which is now, maintenant ou jamais. I think in 2020, but more importantly, in 2021, we have a window of opportunity, because the discussion which is happening on a just and on a green recovery is precisely a new way to see the goals. The goals are, of course, the frame are the long-term vision, but now we have the opportunity through this process to steer our society and to be back on track for the goals. So I just want to end with sharing, some optimism and also to really share, our willingness to join forces, particularly in 2021. We will be launching a major campaign on turning things around for gender equality, for climate, for fighting inequalities, and we really want to be, with you and also leverage your all the milestones that will take place in France, including the equality, conference. So let me, end here with a sentence from Mandela. He said many beautiful and very transformative things, and one that I want to share today is, it's considered impossible until it's done. Now it's our turn. Merci. Thank you, Marina. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup à tous. C'est vraiment très, très important pour nous chez Convergence de tous vous avoir eu autour de la table pour pouvoir présenter les différents contenus du baromètre et pour nous d'avoir également une si grande audience qui nous écoute aujourd'hui. Beaucoup de questions, de réactions auxquelles on ne pourra pas forcément répondre aujourd'hui parce que malheureusement on manque de temps. Mais vous pouvez nous envoyer toutes vos questions à l'adresse contact@convergence.org. On y répondra, on les redirigera vers les différents participants, panélistes. Si vous souhaitez échanger avec eux par la suite, ce sera bien sûr possible. Vraiment, une nouvelle fois, un grand merci à tous d'avoir été présents parmi nos panélistes, Fabrice, Ariel, suivi ensuite de Guillaume, d'Armel et de Yacine. Merci également à Déborah, à Francesco, à Valérie et puis à Marina qui ont été avec nous aujourd'hui. Tous ont participé à la rédaction de ce baromètre que vous pouvez déjà retrouver en ligne sur le site de Convergence. Mon collègue Baptiste Fassin vient de partager le lien avec vous tous. Je le remercie également puisqu'il a contribué en très 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 grande partie à la réalisation de ce baromètre. C'est lui qui a coordonné beaucoup de nos travaux sur cette publication et qui a permis aussi à cet événement de lancement de se tenir, aux côtés également d'Alice qui fait partie de l'équipe communication et publication de Convergence. Vous l'aurez compris, ce travail, c'est un travail collectif qui a nécessité le travail de plusieurs organisations. La réalisation des ODD, ce sera également un travail collectif. L'enjeu, c'est celui de notre avenir commun pour créer un monde de demain plus juste, plus durable, plus solidaire et résilient. Lors de l'événement, vous avez pu en avoir un aperçu. Dans le baromètre, un nombre de contenus encore plus important sera à votre disposition,
avec notamment des articles de Mahmoud Moyeldine, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'agenda 2030, ou encore du professeur Younous, prix Nobel de la paix. Donc le lien de téléchargement est disponible. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je laisse peut-être à Thibaut un dernier mot de conclusion avant de tous vous laisser. Merci beaucoup Karine, merci à tous d'avoir été là, donc à tous les contributeurs qui ont pu prendre la parole et donner leur expertise aujourd'hui. Merci à tous les participants. C'était un webinaire qui était vraiment bien représenté, en tout cas, avec beaucoup de monde. Donc, on est ravis de ça au niveau de Convergence. Et je pense que le message est clair, en tout cas, de la part de tout le monde. Il nous reste 10 ans pour changer les choses. 10 to go pour l'agenda 2030. Les ODD sont véritablement la feuille de route du monde de demain. On est tous dans le même bateau, et pour reprendre les mots de Marina, we are all in the same boat. Et c'est maintenant ou jamais. Et c'est pas ensemble, enfin c'est tous ensemble et pas individuellement qu'on pourra changer les choses, même si à notre petite échelle aussi individuelle, évidemment, on doit être exemplaire et irréprochable. Mais vraiment, c'est collectivement, en co-construisant, qu'on pourra vraiment changer les choses. Donc un grand merci à tous pour cette session. Merci à vos contributions sur le baromètre des solutions durables qui vraiment s'érige maintenant en référence sur les objectifs de développement durable. Donc, on en est très, très fiers et très, très contents. Un mot de la fin avant de tous vous laisser partir déjeuner pour vous annoncer les actualités de Convergence, car Convergence a une fin d'année sur les chapeaux de roue avec beaucoup de choses qui sont programmées, et notamment mercredi prochain, donc le 9 décembre, entre 10h et midi, aura lieu le lancement du cycle de programmation, de co-construction du prochain Forum mondial. Donc, comme vous le savez, le Forum mondial Convergence a lieu tous les ans au mois de septembre, hormis peut-être en année Covid, mais on espère que la prochaine sera plus belle, plus facile, en tout cas pour nous. Donc, tous ceux que ça intéresse, rejoignez les groupes de travail. Il y a beaucoup d'organisations, expertes, acteurs de tous les secteurs qui sont avec nous, et c'est vraiment tous les secteurs, et les citoyens aussi engagés qui pourront animer ces discussions et faire en sorte de construire la ligne éditoriale du prochain forum. Donc, on vous invite à nous contacter à l'adresse que Karine a pu donner. Donc, contact@convergence.org si ça vous intéresse, à cliquer sur nos newsletters aussi où vous avez toutes les informations. Et un deuxième événement qui fait partie de notre actualité, qui sera un temps fort le 19 décembre, celui-là, le 17 décembre. C'est un événement spécial en ligne qu'on fera à l'occasion des 5 ans de l'accord de Paris, parce que l'accord de Paris est un accord historique, parce qu'on est à un moment aussi de momentum fort avec ce qui se passe au niveau européen, avec le Green Deal, avec d'un autre côté le retour des États-Unis dans l'accord de Paris promis par Joe Biden. Donc on laissera la parole aux experts, aux élus, aux militants, tous engagés contre le dérèglement climatique à cette occasion-là. Donc c'est le Save the Date, c'est le 17 décembre. Donc un grand merci à tous encore, et je vous dis à très bientôt pour poursuivre nos travaux et le succès de l'agenda 2030, et aussi la construction d'un monde 3.0, zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté. Merci Yacine d'ailleurs pour le petit zéro exclusion carbone pauvreté. Merci à tous. Retrouvez le baromètre sur notre site. Pour ma part, ce sera ma dernière publication avec Convergence que je quitte pour de nouvelles aventures à la fin de cette année.
Mais ravi d'avoir pu la mener avec chacun d'entre vous et avec du coup le soutien aussi de tous nos spectateurs aujourd'hui qui ont l'air, je pense, très ravis et intéressés. Si vous avez des questions une nouvelle fois, envoyez-les nous, téléchargez le baromètre, partagez-le avec tout votre réseau. Et puis, Convergence vous dit à bientôt. Remercie à tous et un merci spécial à toi, Karine.